Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe et on se retrouve en ce beau jour de fin février pour l'épisode 120 sur la gale et les pédiculoses. Il s'agit donc de l'item 171, c'est un petit item bonus dermato, voilà, que j'ai sorti il y a quelques jours là, concernant le prurite. Ça m'a donné envie de faire celui sur la gale et les pédiculoses. Voilà, parce que c'est un item assez court. Donc voilà, ça en fait 2 cette semaine. Ne prenez pas trop l'habitude de ça. C'est parce que là, je me sens d'humeur généreuse. Donc, on est parti pour ce nouvel item de la semaine du 23 février. Voilà, un peu axé dermato. C'est un peu la saison aussi. J'en ai vu quelques-uns au cabinet, là, des gales notamment. Et donc on va voir un petit peu cet item qui est un peu plus long que celui sur le prurite. Voilà, on va rentrer un peu plus en détail de ces pathologies dermatologiques qui ont comme point commun le prurite, qui n'est pas cinématéria dans ces cas-là, hein. On a une dermatose sous-jacente et on va voir comment est-ce qu'on le prend en charge. Petite définition, comme d'habitude, et notamment les modes de transmission principaux. Donc la gale, les pédiculoses du cuir chevelu. Pédiculose, en fait, c'est ce qu'on appelle plus communément les poux. Donc en fait, il y a des pédiculoses du cuir chevelu, du corps et du pubis également, qui s'appelle la ptyrose, P-T-H-I-R-O-S-E. Ce sont des ectoparasitoses strictement humaines, donc on ne retrouve que chez les humains, qui sont contagieuses et cosmopolites. On a un petit tableau récapitulatif que je vais vous mettre sur le post Instagram d'ailleurs, puisqu'il est bien fait, avec notamment les modes de transmission et l'épidémiologie en fonction de ces différentes pathologies dermato. Pour la gale, le mode de transmission, c'est interhumain direct. Donc, 2 humains en contact, un qui a la gale, l'autre pas, et bien celui qui n'avait pas la gale à la base va l'avoir. Si on a un contact cutané direct, un contact peau à peau, un contact intime a fortiori, mais également contact cutané indirect, par notamment les vêtements ou la literie. C'est assez rare pour la gale commune, par contre c'est fréquent pour la gale profuse ou hyperkératosique. Voilà. Ça me fait penser à un cas d'ailleurs que j'ai eu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, de monsieur ou une dame, je ne sais plus, c'était la dame, qui avait du prurite, on ne savait pas trop d'où ça venait, il avait vu plusieurs médecins qui n'avaient pas fait de dermatoscopie et qui n'avaient pas pu identifier que c'était la gale, c'est une forme un peu bizarre, bon bref, on va voir après les symptômes de la gale, mais là il n'y avait pas de lésions, notamment au niveau des mains, etc. Forme un peu bizarre, moi j'ai fait un petit coup de dermatoscope, j'ai trouvé des sillons scabieux directs, donc j'ai pu dire que c'était la gale, mais par contre, personne d'autre dans sa famille, et notamment son mari, n'avait de prurite également. Donc, on peut imaginer qu'ils n'ont pas de contact cutané direct très intime ou peau à peau, voilà, ils dorment chacun bien de leur côté du lit sans doute. Et du coup, là c'était sans doute une gale commune, et donc la transmission indirecte par la literie était plutôt rare. Donc en fait on n'était pas dans une gale profuse ou hyperkératosique, j'imagine. Et donc voilà, c'est vrai que des fois on n'y pense pas, on se dit s'il y a tout le monde qui se gratte, c'est sûr c'est la gale. Mais c'est pas forcément le cas, voilà, pour les couples ou les gens dans la famille qui n'ont pas trop de contact physique rapproché, et si on se trouve dans le cadre d'une gale commune, la literie ne va pas forcément suffire à transmettre la gale. Fermeture de la parenthèse. L'épidémiologie de la gale, c'est une maladie qui est fréquente, qui est endémique dans de nombreuses régions du monde. Ça va toucher notamment les familles et les collectivités, et on peut avoir aussi des épidémies de gale dans les établissements de santé. Voilà pour la gale. Pour la pédiculose du cuir chevelu, les poux classiquement, voilà, qu'on a dans les écoles primaires, c'est une contamination, une transmission en tout cas interhumaine directe, voilà, et aussi ça peut être indirectement, si on partage un bonnet, une brosse à cheveux, etc. L'épidémiologie, voilà, c'est les enfants d'âge scolaire et leur entourage. Donc c'est pour ça que des fois, même assez souvent quand on était à l'école, on avait des petites pancartes sur la porte pour dire attention aux poux, ils sont de retour.
Donc brossez bien les cheveux de vos enfants, faites attention, et s'il y a des lentes ou des choses comme ça, eh bien il faut faire un traitement. La pédiculose corporelle, le pouls de corps, c'est une transmission interhumaine indirecte par les vêtements et la literie. Là, l'épidémiologie, c'est plutôt les contextes un peu de précarité, voilà, les SDF, les camps de réfugiés, etc. Et ça va être vecteur aussi d'agents pathogènes infectieux. Donc ça, c'est un peu plus embêtant. Ça va notamment apporter comme maladie ce qu'on appelle la fièvre des tranchées. Voilà, il y avait beaucoup ça pendant la guerre, donc pendant la guerre des tranchées. Et ça, c'est dû à Bartonella Quintana, qui est aussi un grand cycliste colombien, à la retraite, je pense d'ailleurs, je ne sais plus. Bon bref, Bartonella Quintana, ça peut aussi donner le typhus, voilà, qui est dû à Rickettsia provazeki, la fièvre récurrente cosmopolite également, qui est due à Borrelia recurrentis. Fièvre récurrente, Borrelia recurrentis, voilà, petit moyen mémotechnique. Ça, c'est pour la pédiculose corporelle. Et pour la pédiculose pubienne, donc qui s'appelle aussi la ptyrose, PTH, voilà, comme la prothèse totale de hanche, c'est une contamination interhumaine directe par les contacts sexuels, notamment, bien sûr, voilà, pubis contre pubis, les contacts aussi rapprochés, voilà, bon, ça c'est presque sexuel, hein, et indirecte possible également par le biais du linge. Et c'est aussi vecteur d'infections sexuellement transmissibles, ça en fait même partie d'ailleurs. Voilà, donc c'est l'épidémiologie des IST. La physiopathologie de la gale, on va aller un petit peu plus sur la gale et on verra le reste après. Une petite gorgée de café. C'est une infection cutanée, la gale, qui est due à un acarien qui s'appelle Sarcoptes scabiei. Voilà, le sarcopte de la gale, sarcopte scabieux, voilà, en français un petit peu, et qui a une variété qui s'appelle hominis, voilà, qui est spécifique à l'homme. C'est la femelle d'ailleurs qui va infecter l'humain, elle va creuser ce qu'on appelle un tunnel, enfin c'est pas ce qu'on appelle d'ailleurs, elle va creuser un tunnel sinueux, qu'on appelle du coup nous le sillon scabieux, voilà, et qui va être positionnée à la base de la couche cornée de l'épiderme dont elle va se nourrir et où elle va pondre ses œufs. C'est là où ça devient un peu dégueu, t'as compris. Les antigènes de ces acariens, également leurs œufs et leurs excréments, super, vont générer une réaction immunitaire à l'origine du prurite et des lésions cutanées. On peut avoir des vésicules, des nodules, des papules. Les signes cliniques, ça va donc être la conséquence de l'infestation parasitaire et de la réaction de l'organisme. C'est pas que le sillon en lui-même qui fait que ça gratte, c'est la réaction immunitaire de notre corps qui veut s'en débarrasser. Les premiers symptômes, ils vont apparaître en moyenne 3 semaines après une première contamination et l'incubation, elle est de quelques jours lors d'une réinfestation. Hors de l'épiderme, donc quand le sarcopte n'est pas sous la peau, lorsqu'il est a fortiori dans le linge, de lit, des habits, etc., ce sarcopte va être infectant pendant 24 à 72 heures. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille des fois de mettre les draps infestés dans un sac poubelle bien hermétique et attendre 3 jours. Voilà, parce que 24 à 72 heures, c'est la période pendant laquelle il peut encore être infectant. Au-delà, il meurt. Voilà, tout simplement. Voilà, on le prive de nourriture, donc l'épiderme, pendant 3 jours. Il ne peut plus nous infecter. D'ailleurs, pour revenir à la petite anecdote de mon patient, de ma patiente que j'avais vue, on a dit que son mari ne se grattait pas quand je l'avais vu, mais après coup, j'ai revu l'enfant, ou je ne sais pas qui, de la famille, donc avec la mère qui avait été infestée. Eh bien, elle m'a dit que son mari se grattait. C'était 3 semaines après, donc voilà, en fait, il avait été aussi contaminé, mais il ne s'était pas gratté en même temps, ce qui avait mené à un diagnostic un petit peu tardif. Bref, pour les pédiculoses, c'est un petit peu différent. C'est dû, pour le coup, à des insectes hématophages. Ce n'est pas un acarien, c'est un insecte, donc c'est plus gros, c'est pour ça qu'on peut le voir à l'œil nu, le pouls. Pour la pédiculose du cuir chevelu, c'est un insecte qui s'appelle Pediculus humanus capitis.
pédiculus donc pour la pédiculose, humanus parce qu'il est sur les humains, capitis parce qu'il est sur la tête. Alors, capitis, ça fait référence à la tête en latin. Donc c'est un insecte hématophage qui vit sur le cuir chevelu et qui s'en nourrit. Et il pond aussi des lentes qui sont fixées solidement sur la base des cheveux. Voilà, c'est ça qu'on remarque souvent dans la tête des petits enfants qui sont infectés. La pédiculose corporelle, c'est aussi un pédiculus humanus, mais lui c'est corporis, voilà, pour le corps tout simplement. Lui il vit dans les coutures des vêtements et dans la literie, et il vient sur la peau pour se nourrir. Voilà, il ne pompe pas de lente celui-ci. Et la pédiculose pubienne, ou la ptyrose, donc là c'est Ptyrus pubis, voilà, c'est un petit nom mignon. Il vit accroché aux poils pubiens et aux autres poils de gros diamètre, donc notamment les poils au niveau des cuisses, du torse et également des cils, ça c'est bien dégueu. Il se dénomme également morpion et il y vient sur la peau pour se nourrir de sang. Un peu comme le pédiculus humanus capitis qui vit sur le cuir chevelu. Mais lui c'est les poils pubiens et les autres poils de gros diamètre, voilà. Les signes évocateurs, donc on va en venir un petit peu à la symptomatologie. Il existe plusieurs formes cliniques de gale, on en a un petit peu parlé, et la sémiologie va varier selon l'âge du patient et le terrain. Il y a la gale commune, la gale du nourrisson, la gale hyperkératosique et la gale profuse qui sont un petit peu liées. Pour la gale commune, le symptôme majeur de la gale, c'est le prurite. On a fait l'item il y a quelques jours, on devrait être au point là-dessus. C'est un prurite intense, tenace et continu, notamment à recrudescence nocturne. Donc quelqu'un qui se gratte la nuit, il faut y faire attention. Et il y a un caractère bien sûr familial ou collectif comme on l'a vu. Il épargne habituellement le visage et le cuir chevelu. Il est plus important au niveau des localisations préférentielles de la gale, donc les espaces interdigitaux palmaires, donc entre les doigts au niveau de la main. Voilà, la patiente que j'ai vue, elle n'avait pas ces lésions-là au niveau des mains, et c'est pour ça que mes collègues précédemment n'y avaient pas pensé. On en a aussi sur la face antérieure des poignets, au niveau des coudes, au niveau des zones axillaires antérieures, donc au niveau de l'aisselle tout simplement, les aréoles mammaires autour des seins, l'ombilic, les fesses, la face interne des cuisses, et le fourreau de la verge également. Ça peut venir là aussi, voilà. Il y a de la bonne peau pour la gale à cet endroit-là. Les sillons spécifiques de la gale sont les sillons scabieux, et ils se terminent à l'une de ces extrémités du sillon par une vésicule perlée, et aussi les nodules scabieux, au niveau de la verge notamment. Fréquemment, il va exister des lésions de grattage sous forme de stries, de macules et de papules excoriées. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont accès à un dermatoscope, quand on regarde un sillon scabieux, la vésicule perlée qu'on peut avoir à l'extrémité, on va voir aussi ce qu'on appelle le signe du deltaplane. Voilà, c'est un petit V inversé qui en fait, on tombe sur le sarcopte en lui-même qui a cette forme-là. Si on a de la chance, c'est pas toujours le cas. Voilà pour la gale commune. La gale du nourrisson, là, ça se caractérise par des lésions vésiculo-pustuleuses cette fois-ci. C'est plutôt des pustules, donc un peu surélevées par un petit liquide. Palmoplantaire, donc au niveau de la palme des mains, les pieds. Les nodules scabieux périaxillaires aussi, chez un nourrisson agité qui dort peu et se contorsionne. Voilà, c'est comme ça qu'on le dépiste. Et il y a aussi une atteinte possible du visage et du cuir chevelu pour le nourrisson. C'est en ça qu'il est spécifique. La gale hyperkératosique, quant à elle, elle atteint préférentiellement les personnes âgées et les immunodéprimés. Elle associe une érythrodermie, donc une peau qui est très rouge, et des lésions squameuses, voire même croûteuses assez importantes. Et ces lésions peuvent être diffuses sur l'ensemble du corps. C'est peu prurigineux, bizarrement, mais par contre c'est très contagieux, et parce qu'on retrouve dans ces gales hyperkératosiques de nombreux sarcoptes. La gale profuse, quant à elle, elle est favorisée par l'immunodépression, qu'elle soit générale ou locale. L'éruption cutanée, elle est aussi assez étendue, avec des placards érythémateux, plus ou moins hyperkératosiques, donc un peu le tableau de la gale hyperkératosique aussi. Et souvent, c'est la conséquence d'un diagnostic tardif.
Et elle survient souvent chez les personnes âgées. Donc voilà, gale profuse, gale hyperkératosique, on est un peu sur le même tableau. Plutôt des personnes âgées, immunodéprimées, des lésions plus ou moins croûteuses avec une érythrodermie, donc des gros placards érythémateux. Les complications de cette gale, ça va notamment être la surinfection cutanée bactérienne, donc l'impétiginisation des lésions, a fortiori dans les lésions de grattage avec des ongles un peu sales, et aussi de l'eczéma. Ça peut compliquer une gale, un peu d'eczéma. Ça, c'est pour la gale commune du nourrisson hyperkératosique profuse. Voilà, c'est les différentes formes cliniques de la gale. Je bois une petite gorgée de café et on en vient aux pédiculoses. La pédiculose du cuir chevelu. Elle associe un prurite diurne et nocturne, jour et nuit, peu importe, du cuir chevelu, qui est diffus ou plus intense au niveau de la nuque ou de la région rétro-auriculaire, derrière les oreilles, avec des lésions de grattage, des lésions croûteuses surinfectées, donc impétiginisation de ces lésions, et on peut parfois aussi avoir des adénopathies cervicales. On peut aussi observer les lentes à la racine des cheveux, comme on l'a dit. Simple, le diagnostic est facile. Dans la pédiculose corporelle, là le prurite il va s'accompagner d'une éruption urticarienne, donc un urticaire, qui pourrait être aussi eczématiforme, une petite forme d'eczéma, avec des lésions de grattage disséminées, avec notamment une prédominance sur les régions couvertes, donc le tronc, la ceinture, les emmanchures, donc les manches tout simplement, parce qu'on a vu que c'était dans les habits que les pédicules, pédiculus humanus corporis aimaient bien se loger, et ces lésions elles peuvent être hémorragiques et se surinfecter. On a souvent des adénopathies d'ailleurs. Et on peut aussi avoir des lentes et des poux qui peuvent être observés dans les plis des vêtements. Voilà, tac. Les signes atypiques de la gale et des pédiculoses, donc il y a quelques formes atypiques de gale, notamment les formes paucilésionnelles, peu de lésions, des formes avec des localisations atypiques, notamment une atteinte du dos, du cou, du visage et du scalp. Voilà, on a dit que chez l'adulte ça atteignait pas le visage et le scalp, mais on peut quand même en avoir, c'est jamais noir ou blanc la médecine. Et voilà, même si c'est habituellement épargné dans la gale commune, on peut quand même l'observer. On peut avoir des formes bulleuses dans la gale et des formes avec une éruption maculopapuleuse ou alors vésiculopapuleuse ou même nodulaire. On a un peu toutes les formes possibles. Et par contre, la notion de cas groupé doit impérativement faire rechercher la possibilité d'une gale, même si c'est une forme atypique et qu'on n'y pense pas forcément. Donc là, on a quelques photos, voilà, c'est un item où il y a beaucoup d'images, donc allez voir le profil, la publication Instagram de l'externe. Il y a beaucoup de photos, donc il faut s'y habituer à ces lésions-là. On a d'abord des belles photos de mains et de poignets dans le cas d'une gale commune. Donc on voit les sillons scabieux même à l'œil nu. Voilà, interdigitopalmaire, ça c'est la forme la plus classique. Au niveau du poignet, on voit aussi les sillons scabieux. Voilà. On a ensuite des nodules au niveau du fourreau de la verge. Et ce qui peut créer ce qu'on appelle le chancre pénien. Voilà, à ne pas confondre avec une syphilis par exemple. Voilà, c'est une gale commune au niveau du fourreau de la verge. Je ne sais pas si l'image passera sur Instagram. Bon, on verra, j'essaierai de la mettre, mais bon. On remarque pas trop que c'est une verge d'ailleurs. Hein. Ça a une forme un peu bizarre, on pourrait croire à un doigt ou quelque chose comme ça, bref. Bon, en tout cas, ça ne ressemble pas à ça. On a un pied de nourrisson. Donc là, c'est spécifique à la gale du nourrisson, avec des lésions papulo-vésiculeuses de la plante des pieds, qui est une des localisations caractéristiques chez le nourrisson. Voilà, pas confondre avec un pied-même-bouche par exemple. Et on a aussi une photo de gale hyperkératosique, ça j'en avais jamais vu pour le coup. Et donc on a une couche cornée qui abrite de nombreux sarcoptes, et la contagiosité de cette forme clinique est très importante. En
Ensuite, on a des images de pédiculose. Donc, une pédiculose du cuir chevelu, les poux de tête. Et donc là, on a des lentes qui sont à plus d'1 centimètre du cuir chevelu, qui sont soit écloses, soit mortes. Mais on les voit même à l'œil nu sur une photo un petit peu zoomée. Voilà, ça fait comme des petits grains de riz accrochés aux cheveux. On a une infestation massive sur celle-ci du cuir chevelu. Là, franchement, on dirait comme un peu des épis de maïs, là, avec tous les petits grains accrochés. C'est assez crado. On a un pouls qui est très zoomé. Je pense que c'est du dermatoscope. Donc, voilà, on le voit très très bien. On voit même sa lente qui est accrochée à un cheveu. Et on a l'absence de l'opercule sur la lente d'ailleurs, qui indique que la larve est sortie de l'œuf. Donc on a un autre petit pouls qui va se balader bientôt sur les cheveux. Voilà, donc on voit qu'il y a 6 pattes, si on compte bien, ce qui nous rappelle que c'est un insecte hématophage et non pas un acarien qui a également 8 pattes, je pense, comme les araignées. Ça, c'est si je dis pas de bêtises, mais comme j'en dis beaucoup, ça sera à vérifier. Mais je pense que là, sur ce coup, je suis assez sûr de moi. Donc, la transmission de la gale par une relation peau à peau fait qu'elle est considérée comme une infection sexuellement transmissible et donc qu'elle peut conduire à rechercher d'autres IST, notamment chez l'adulte, bien sûr. Et donc ça c'est pour la gale et aussi pour la ptyrose, hein. Ça c'est le pouls de pubis, la pédiculose pubienne. Elle va aussi nécessiter une recherche de comportement sexuel à risque et la prescription systématique d'un bilan biologique d'IST. Voilà, c'est des pathologies qui sont assez associées aux IST, donc on va devoir faire le diagnostic des autres infections sexuellement transmissibles pour ne pas passer à côté d'autres maladies plus graves. Donc, les indications du diagnostic parasitologique et donc un peu les examens complémentaires, on y vient. Déjà, on précise que c'est un diagnostic qui est avant tout clinique. Donc, l'anamnèse, l'éruption assez évocatrice, plus la localisation vont souvent nous amener à ce diagnostic-là. Et par contre, les formes atypiques pourront nécessiter une certitude diagnostique. Pour la gale, le diagnostic parasitologique il est réalisé par l'examen microscopique de prélèvement cutané obtenu par grattage des lésions. Ce diagnostic parasitologique direct, il a une sensibilité de l'ordre de 50% dans les formes communes. Par contre, il a une très bonne spécificité. Ça, on peut s'en douter si on a un diagnostic parasitologique positif de la gale. Bon, on est quasiment sûr que ce soit ça. Par contre, mauvaise sensibilité parce que sur une lésion qu'on vient gratter et prélever, on n'a pas forcément le parasite sur cet emplacement-là. Par contre, dans les formes hyperkératosiques et profuses, comme il y a beaucoup plus de sarcoptes, on a une meilleure sensibilité. Pour la pédiculose du cuir chevelu et du corps, là souvent l'examen à l'œil nu il permet la visualisation du pouls, qui fait environ 3 mm, donc c'est assez gros quand même, mais il est assez mobile et difficile à repérer, donc on ne le voit pas souvent. Par contre, les lentes on les voit mieux, et donc quand on les met en évidence, les lentes accrochées aux cheveux, ça permet d'orienter le diagnostic là aussi. Le morpion, lui, il est plus petit que le pouls, il fait environ 1 mm, et il est accroché aux poils de gros diamètre. Donc on a dit c'est les poils notamment au niveau du pubis, du torse, des cuisses, des aisselles et même des cils. Et donc là, le morpion il va être visualisé sous la forme d'une petite tache grise près de l'orifice du poil. Et les lentes, elles sont à la limite de la visibilité. Voilà, on ne les voit pratiquement pas, c'est beaucoup plus petit. L'intérêt du dermatoscope pour le diagnostic de la gale, donc là on observe le sillon et on peut même observer le sarcopte en lui-même, c'est ce qu'on appelle le signe du deltaplane. Voilà, donc le signe de l'aile du deltaplane, on le précise là, c'est la partie antérieure du sarcopte qu'on voit du coup au dermatoscope, qui se trouve à l'extrémité du sillon scabieux. Donc franchement là sur la photo qu'on a, c'est pas ultra clair, on voit très bien le sillon. Par contre, le signe du deltaplane, on ne le voit pas trop. En gros, on voit une petite tache noire à l'extrémité d'un sillon. Voilà, quand c'est un peu plus zoomé, on voit bien ce triangle-là assez spécifique. Donc là, pour moi, c'est ce qui, dans mon cas, que je vous prends en exemple depuis le début, c'est le dermatoscope qui m'a permis de faire un diagnostic de certitude, quoi.
Niveau cutané, ça ressemblait pas forcément à des lésions de gale, c'était un peu atypique. Donc là, l'observation cutanée au dermatoscope peut venir étayer le diagnostic clinique et orienter aussi les prélèvements parasitologiques. Voilà, quand c'est réalisé par un praticien expérimenté, franchement, pour être honnête, il n'y a pas besoin d'être expérimenté, ça se voit très très bien. J'ai pas fait de formation de dermatoscopie ni quoi que ce soit, pourtant ça se voit, je suis tombé pile poil dessus. On se met le dermatoscope sur une lésion un peu excoriée de grattage et franchement on voit souvent les sillons directs quoi. Ça permet aussi parfois de visualiser les sillons et la partie antérieure du sarcopte avec du coup le signe de l'aile du deltaplane. C'est un petit triangle brun qui est visualisé au bout des flèches à l'une des extrémités du sillon scabieux. Les flèches, c'est celles qui sont représentées sur la photo que je vais vous mettre sur Insta. Le traitement, maintenant, on va quasiment finir par ça. Pour la prise en charge de la gale, le traitement du patient s'accompagne du traitement des sujets contacts qui sont définis selon la forme clinique et aussi de l'environnement. Pour traiter le patient, du coup, dans la gale commune, le traitement scabicide, donc qui va venir tuer le sarcopte, donc scabicide, le sillon scabieux, voilà, c'est tout ce qui se rapporte à la gale. Ça va être un traitement général Péros par ivermectine, ça c'est le traitement de référence, en prise unique qu'on va répéter systématiquement 7 à 14 jours après la première prise pour éviter les réinfestations. Ou on peut aussi éviter le traitement Péros en faisant un traitement local par une émulsion cutanée à base de benzoate de benzyle ou par crème à base de permétrine. Et donc là, on fait 2 applications à 8 jours d'intervalle. Il faut prévenir le patient que ces traitements scabicides exacerbent fréquemment le prurite. Le traitement Péros, il est souvent privilégié car il est plus facile d'utilisation, notamment en cas d'épidémie. J'avoue que moi, c'est ce que j'ai préféré dans mon cas. Voilà, de l'ivermectine, ça c'est en prise unique, c'est facile à faire. Et voilà. Dans les gales hyperkératosiques et profuses, voilà, qui sont un peu la même présentation clinique, le traitement général sera associé à un traitement local. Donc voilà, on fait les deux. On fait benzoate de benzyle ou permétrine et ivermectine Péros. Au minimum, une seconde cure sera réalisée, comme pour les formes communes, donc à 7 jours ou 14 jours, voilà, de 7 à 14 jours. Le traitement de l'entourage, ensuite, il est indispensable. Donc dans les collectivités d'enfants, on a une éviction scolaire qui est prévue, scolaire ou pas d'ailleurs, ça peut être la garderie, la crèche, etc. Elle est prévue jusqu'à 3 jours après le traitement pour une gale commune, et jusqu'à négativation de l'examen parasitologique pour les gales profuses. Donc on attend de refaire un prélèvement cutané où on a une absence de positivité pour faire revenir l'enfant dans sa collectivité. La gale, d'ailleurs, c'est une maladie professionnelle pour les soignants. Et elle peut également être nosocomiale, donc peut s'attraper à l'hôpital, en milieu médical, etc. Et enfin, troisième pan du traitement scabicide, ça va être les mesures d'hygiène. Donc là, il faut traiter le linge de maison, les vêtements, les matelas, les peluches, c'est un gros bordel, par lavage à 60 degrés au minimum, ou une application d'un produit acaricide, donc qui va tuer les acariens, ou alors il faut isoler le linge dans un sac, voilà, a fortiori un sac poubelle, pendant 72 heures, comme on en a parlé un petit peu au début. Il n'y a pas de prise en charge spécifique de l'environnement dans les gales communes. Voilà, le nettoyage classique suffit habituellement. C'est-à-dire, on n'a pas de prise en charge spécifique. Bon, le nettoyage classique suffit habituellement. Ouais, donc pour les gales communes, il n'y a pas forcément besoin de produits acaricides. Voilà, de laver à 60 degrés ou d'isoler le linge, ça suffit. Par contre, voilà, c'est pour les cas de gale hyperkératosique profuse ou alors de grosses épidémies qu'on va traiter l'environnement par un acaricide. Le traitement de la pédiculose, c'est un peu plus simple, ça fait appel aux agents qu'on appelle enrobants. Ça va être notamment le diméthicone, l'huile de coco, la vaseline, etc. Et aussi à l'élimination mécanique avec un peigne anti-poux. Voilà.
euh, étant peu lenticides, donc ces agents enrobants là en fait qui vont, je crois que ça agit en bouchant un peu les orifices respiratoires de ces poux. Donc ça va les tuer en fait, d'y mettre de la vaseline, de l'huile de coco, etc. Mais bon, c'est peu lenticide, donc les lentes, elles peuvent ne pas être éliminées par ces traitements-là. Donc on va devoir refaire une application 8 jours après, qui est à peu près la durée d'éclosion des lentes, pour traiter les nymphes qui auraient pu éclore entre-temps. Voilà. Il faudra aussi décontaminer par lavage en machine à 60 degrés tout ce qui est bonnet, écharpe, peluche, oreiller, etc. Et aussi examiner toutes les personnes qui vivent sous le même toit et traiter du coup les sujets parasités. La prévention des réinfestations, elle fait appel à l'examen régulier du cuir chevelu par les parents et aussi à l'utilisation d'un peigne anti-poux. Voilà, c'est un peigne un peu plus avec des tiges un peu plus longues, un peu plus resserrées, pour vraiment venir retirer toutes les lentes, tous les poux qu'il pourrait y avoir, etc. Ces produits qui sont des dispositifs médicaux et pas des médicaments peuvent également être utilisés pour les autres types de pédiculose, mais pour la pédiculose corporelle, comme c'est souvent dans les habits et pas sur la peau directement, eh bien la décontamination du linge et de la literie et l'hygiène corporelle, bien sûr, sont le plus souvent suffisants à l'éradiquer. Pour la ptyrose, donc la pédiculose du pubis, le meilleur traitement, c'est souvent le rasage de la zone pileuse atteinte, et bien sûr ne pas oublier de traiter les partenaires sexuels. La permétrine en topique, donc en usage cutané, peut également être utilisée en une application, comme pour la gale, en fait, une crème à base de permétrine. En une seule application, sans avoir à refaire une application 8 jours après. Tac. Donc, les modalités de traitement des sujets contacts, on l'a un petit peu vu. Mais on va redire un petit mot là-dessus. Donc, on rappelle que le patient parasité et les sujets contacts, même ceux qui sont asymptomatiques, doivent être traités simultanément pour se donner un maximum de chances de guérison. Les personnes contacts, ça inclut qui ? Déjà, toujours les partenaires sexuels. Voilà, c'est ceux qui ont les contacts les plus rapprochés, donc on les inclut toujours. Les personnes qui vivent sous le même toit et pour les centres un peu médicaux, tout le personnel qui réalise les soins de nursing. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier cercle de sujets contacts. C'est le cercle le plus rapproché et ils vont être traités en cas de gale commune. Donc même quand c'est le cas le plus classique et facile à éradiquer, on traite le premier cercle de sujets contacts. Le nombre de sujets contacts à traiter peut être plus important lorsqu'on a des cas de gale hyperkératosique, profuse et tout ce qui est des cas d'épidémie dans les collectivités. Dans ce cas, on va devoir traiter ce qu'on appelle le deuxième cercle de sujets contacts. Donc on va élargir en fait le périmètre des contacts et on va traiter tous les membres de la collectivité en même temps, les pensionnaires et les soignants. Et donc ça c'est le premier et le deuxième cercle. Et après l'évaluation de l'étendue de l'épidémie, on va même traiter des sujets contacts encore plus éloignés. Ce sera même les visiteurs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le troisième cercle de sujets contacts. Voilà, c'est les sujets contacts encore plus éloignés du cas index. Malgré tout ça, on peut quand même avoir des échecs du traitement de la gale et des pédiculoses. Et il y a de multiples causes en question. Par exemple, la mauvaise observance du traitement. Donc, est-ce qu'il y a eu une incompréhension de la part du patient, une négligence, une ignorance, etc. Il y a le coût de certains traitements aussi qui peut en dissuader quelques-uns. Il y a l'absence aussi de la seconde prise d'ivermectine entre le 7e et le 14e jour pour la gale. Voilà, si le soignant n'a pas pensé à le préciser ou que le patient a oublié, on peut avoir cette seconde prise qui n'est pas faite et du coup une réinfestation. On peut aussi avoir un manque d'application, une quantité insuffisante en tout cas du produit appliqué pour la gale et aussi les pédiculoses.
Et on peut avoir une réinfestation, soit à partir de sujets contacts qui n'ont pas été traités ou d'un environnement qui n'a pas été traité. Et donc, le patient va se réinfester. Ça, c'est les différentes causes d'échec du traitement. Donc, si ça ne marche pas, il faut rechercher s'il n'y a pas eu tout ça qui a pu déconner dans la prise en charge. Et là, on va finir cet item sur les modalités de gestion d'une épidémie de Gall, a fortiori dans un établissement de santé. Il faut que j'arrête de dire a fortiori, c'est un peu chiant, non ? Moi, ça me ferait chier en tout cas d'entendre ça tout le temps. Donc j'essaie d'arrêter de le dire. Le diagnostic d'épidémie avérée peut être retenu dès lors que 2 cas de Gall surviennent à moins de 6 semaines d'intervalle dans la même communauté. La stratégie de prise en charge de cette épidémie se fera en concertation avec les autorités sanitaires, l'unité d'hygiène et le personnel médical et paramédical de l'établissement. Elle peut être décrite en 7 étapes. Donc premièrement, on va signaler précocement en interne dès l'apparition d'un cas et on va aussi signaler à l'autorité sanitaire en cas d'épidémie. Donc dès qu'on a un cas dans l'établissement, on va mettre des petites pancartes, attention, il y a un cas de Gall, etc. On va localiser quel patient est atteint et que tous les soignants fassent attention. Voilà, et on traitera le patient et tout le cercle, on a dit, de soignants, etc. Et si on a une épidémie qui se déclenche, et là on le signale à l'autorité sanitaire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de constituer une cellule d'appui au sein de la collectivité. Troisième étape, on va effectuer un bilan rapide de l'épidémie. Quatrième étape, on va instaurer des mesures générales d'hygiène. Par exemple, les patients atteints de Gall hyperkératosique ou profuses seront isolés en chambre seule. Voilà. Cinquième étape, on va réaliser une information ciblée aux patients et aux personnes contacts pour éviter que les visiteurs, etc., que les membres de la famille ou les patients en eux-mêmes ne s'infestent à leur tour. Sixième étape, on va mettre en œuvre la stratégie thérapeutique du patient index et des cas contacts qui devront être traités simultanément. Donc ça, c'est l'histoire des cercles, des premiers, deuxième et troisième cercles dont on a parlé. Et septième étape, on va mettre en place des mesures environnementales, donc traiter tout l'environnement. Voilà, c'est pourquoi la prise en charge d'une épidémie de Gall va nécessiter une grande coordination entre les différents acteurs impliqués. Et avec ceci, on aura normalement le succès de la mission pour éradiquer une épidémie de Gall dans un établissement de santé. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui aura duré 37 minutes et j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura remis les idées au clair concernant la Gall, les poux, etc., comment on les traite. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, profitez bien, révisez bien, faites du sport, prenez soin de vous. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour l'épisode 121. Allez, ciao ciao à tous.